Bienvenue pour cette webconf. Cette webconf qu'on va donner en duo cette fois, voilà. Euh, une webconf qui est dédiée à la podologie, bien sûr aux préférences, c'est-à-dire au mouvement personnalisé et puis à la podologie. Alors, je propose déjà, puisque je vais donner cette webconf en duo, je vous l'ai dit, avec Elodie. Peut-être Elodie, je te laisse en deux mots peut-être te présenter. Eh bien, bonsoir à tous. Merci de nous suivre, pour ceux qui sont en direct et puis pour ceux qui nous rejoindront en replay. Donc, pour me présenter rapidement, Élodie, je suis podologue du sport depuis environ 11 ans. J'ai été formée à l'Institut de formation de Bordeaux. J'ai exercé dans le milieu libéral pendant 10 grosses années et puis je donnais en parallèle des cours à l'Institut, enfin au sein même de l'Institut qui m'a formée. Et puis, l'occasion s'est présentée de rejoindre l'équipe au sein même du laboratoire Volodalen en fin d'année 2024. Et puis, équipe que j'ai rejoint tout récemment, en janvier 2025. Il faut dire comment on va vous tenir informé de ça. On vient juste d'ouvrir un autre labo à Lausanne. C'était une grande aventure. Et puis, donc, l'équipe s'élargit dans ce cadre-là. OK. Et puis, moi, je m'appelle Cyril, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, moi, j'ai créé Volodalen il y a déjà des centaines d'années de ça, pas loin. Et mon métier de base, c'est plutôt prépa physique et puis chercheur dans les sciences du mouvement. Et au sein de Volodalen, vous savez qu'il y a l'axe qu'on appelle clinique coaching, c'est-à-dire qu'on reçoit des sportifs ou parce qu'ils sont blessés ou en quête de performance, des formations, et puis tout ce qu'on va vous raconter, on essaie de le passer à la recherche. Dans le mode recherche, on a toute une équipe de chercheurs. Mais allons directement sur le contenu prévu pour cette webconf. Alors c'est un contenu podo, et on vous présente à l'issue du contenu podo notre nouvelle formation de niveau 1, parce que la dernière formation en fait, de niveau 1 qu'on a fait en e-learning sur la podologie, elle date du Covid, en fait, c'est-à-dire il y a pas loin de 5 ans de ça, et depuis les formats, nos formats, les contenus ont bien évolué, on propose d'évoquer ces évolutions. Et pour vous en parler plus avant, je vous propose de partager un petit document à travers, on va prendre des cas cliniques, 2 grands cas cliniques, pour essayer de vous parler de cette démarche en fait qu'on aborde au sein du labo, pour partir du mouvement et essayer de proposer un ensemble de soins, de thérapie, d'intervention au niveau des semelles qui puissent adapter aux besoins des sportifs. Voilà, donc je vous partage une petite présentation qu'on s'est concoctée tranquillement cet après-midi. Voilà. OK. Alors, donc cette petite présentation, elle va passer, je vous l'ai dit, je me répète, à travers 2 cas cliniques. Et je vais vous demander d'intervenir dans le chat pour essayer d'aiguiser votre œil, de voir si vous voyez la même chose que ce qu'on voit. Et puis, donc, après ces 2 cas cliniques, et on vous dira quelle intervention on propose par rapport au motif de consultation pour ces 2 cas cliniques. Et puis après, je terminerai sur la présentation de la nouvelle formation podologie et préférence 2025. Et ensuite, on aura tout le temps d'échanger à travers vos questions, si toutefois on sait y répondre. Voilà, alors on commence par le cas clinique numéro 1. Je vous laisse un tout petit coup le bruit. Et ensuite, je l'enlève parce qu'il paraît que c'est imbuvable. Voilà, donc vous regardez ce sportif. Alors peut-être déjà une première chose qui va pouvoir vous étonner, je vous donne son âge. Il a, regardez bien cette foulée de jeunes premiers, et ce monsieur, il a 63 ans. C'est quelqu'un qui fait du triathlon et qui est très impliqué dans le tennis aussi, qui est coach de tennis, qui a une académie, donc quelqu'un de très dynamique. Et il vient parce que depuis plusieurs années, il a des douleurs quand il se met à courir. Il n'arrive plus trop à courir. Il le fait un peu, mais il est en difficulté parce qu'il a des douleurs au niveau des mollets, type coup de couteau. Il a consulté un peu tous les médecins, angiologues, et puis il n'y a rien de particulier au niveau structurel. Voilà. On regarde sa foulée, je vous la remets. Voilà la foulée sur le tapis. Là, on vous la remet in situ, c'est-à-dire à l'extérieur. Voilà. OK. Voilà pour le cas. Donc, on sait où il a mal, au mollet, et puis on voit déjà son mouvement. La première manière, souvent, Volodalen, c'est connu pour le fait de dire la différence entre terrien et aérien, c'est-à-dire que des gens qui vont bouger pas de la même manière. Mais souvent, on nous a dit, mais une des difficultés, c'est que moi, il faut que je sois sûr de mon testing, sûr de mon observable terrien-aérien. Alors, dans les formations qu'on donne, déjà, on donne des grilles d'observation. Une des premières grilles d'observation, c'est de regarder si la personne est plutôt
pour son âge, bien évidemment. Si vous la trouvez plutôt qu'elle est rasante, proche du sol, c'est la première définition de terrien, ou plutôt oscillante, c'est-à-dire plus longtemps en l'air. La première définition de terrien aérien, c'est ceux qui laissent dans un mouvement donné, qui restent plus longtemps en l'air, là c'est la course à pied, ou plus longtemps au niveau du sol. Voilà, donc je vous laisse estimer, est-ce que vous trouvez que ce monsieur, il est plutôt rebondi ou plutôt rasant? Alors là, bah, je vous poserai après d'autres questions qui vont préciser ça, mais voilà, je vous laisse ça d'abord réfléchir à ça. Alors bien sûr, il faut des points de repère, mais je répète, j'ai donné son âge et regardez, dites-moi si vous trouvez que sa tête, elle monte ou elle descend, ou alors si elle reste assez rasante. Là, sur des oscillations, on peut avoir des oscillations qui vont du simple au double, hein, entre quelqu'un qui est très bondissant et puis quelqu'un qui est plutôt rasant. Voilà. La première question qu'on pose, c'est bien évidemment, est-ce que vous trouvez que la personne, elle est plutôt en rebond ou alors elle est plutôt rasante? Est-ce que c'est plutôt une foulée bondissante ou une foulée rasante? Au niveau de la motricité, on peut aussi décliner ça en disant, est-ce que c'est quelqu'un qui fait plutôt de l'extension, on pourrait parler d'extension-rebond, ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui fait de la flexion, c'est-à-dire est-ce qu'il est plus en flexion sur ses appuis, et là on va parler plutôt de flexion et puis de poussée. Donc on vous pose la question, est-ce que mon patient bouge plutôt en flexion ou en extension, c'est-à-dire en poussée ou plutôt en rebond? Mais ce qui nous intéresse particulièrement, au-delà de l'observation du mouvement, c'est finalement par rapport à son motif de consultation, sa pathologie qui est au niveau au niveau des mollets, quel est son besoin? Parce que c'est d'abord à ça, en fait, plutôt que mettre une étiquette terrien aérien, c'est quoi le besoin qu'il a? Vous comprenez que pour nous, être un corps qui est plus en extension, qui s'étend davantage, ou un corps qui se comprime davantage, qui vient plus en flexion, c'est quelque chose d'extrêmement important en termes de compréhension à la fois des performances et puis des pathologies. Alors, j'arrête mon partage et cette fois, vous pouvez écrire dans le chat, dites-moi si vous trouvez plutôt que ce monsieur-là, il était plutôt dans un système rebond-extension, ou si vous le voyez plutôt en système compact et puis proche du sol. Allez-y, on vous laisse. Bon, normalement, on ne vous a pas donné des cas trop complexes. Parfois, il arrive que ce soit un petit peu plus complexe que ça. Voilà, Frédéric Rebond, Clément rebond, foulée en extension, voilà, ok. Ah, quelqu'un qui me dit qu'il était rien, mais vous n'êtes pas beaucoup. Voilà, extension, rebond, extension pour Isabelle, ok, bon, je pense qu'on est assez d'accord sur le principe. Alors, je vous ai précisé l'âge, hein, parce que c'est souvent une question qu'on a, puisque vous savez que le vivant, c'est une identité, mais c'est aussi une évolution, et notamment une des choses qui nous fait évoluer normalement, ça soit sur nos têtes, sur nos cheveux, sur la couleur des cheveux et tout, ça s'appelle l'âge. Et que, en moyenne, si vous prenez une population qui a 10 ans, puis une population qui a 60 ans, sauf à ce que vraiment vous ne soyez pas sur la planète Terre, mais en moyenne, sinon, vous allez voir que les enfants sont plus en rebond. Donc, il y a un système, quoi qu'il en soit, plus aérien dans la motricité des enfants que dans la motricité quelqu'un qui avance dans l'âge. Voilà, ce sera rare de voir des personnes âgées qui rebondissent parce qu'ils ne peuvent plus le faire pour X raisons. Voilà, donc là, on a une personne de 63 ans et on est tous d'accord que c'est plutôt quelqu'un qui s'exprime en rebond. Donc maintenant, on va se dire, bah, puisque j'ai quelqu'un qui exprime en rebond, est-ce que sa pathologie peut être ou non liée à ça? Je repartage mon écran, hop, je reviens vers vous, et voilà. Ok, donc ce qu'on dirait, nous, c'est que c'est quelqu'un, comme vous venez de le dire, qui pourrait, puisqu'il est pathologique, on va parler d'excès d'extension, et c'est ça qui est un des principes dans nos formations, c'est que c'est des curseurs. C'est-à-dire l'extension rebond, ça peut être bon, performant, et je rajoute un petit peu de quelque chose de bien, mais c'est souvent comme ça dans la vie, et ça devient quelque chose de beaucoup moins bien. C'est-à-dire c'est la dose qui crée l'effet. Un peu de quelque chose, ça peut être très bien, et puis plus de la même chose, eh ben, ça peut être un problème. La vie n'est pas tendue vers le ciel, mais c'est quelque chose qui monte et qui descend quand on prend un paramètre donné. Donc dans ce cas-là, comme vous, on dirait ce monsieur fonctionne beaucoup en extension, et il nous semble que sa pathologie de mollet peut venir du fait qu'il est en excès d'extension par rapport à ce que ses muscles, ses tissus sont capables de supporter aujourd'hui. Et donc là, on se dit, ben, le besoin, selon nos curseurs, là, flexion-extension, c'est de le ramener vers plus de flexion. Alors, on a une manière différente aussi d'exprimer. Vous voyez, je vous ai déjà donné extension, je vous ai déjà donné rebond, on a aussi parlé d'aérien, c'est un peu comme des synonymes.
Mais on peut parler, si on précise, regardez sa pose de pied, voilà, puisqu'on est dans un système podologique, ben vous allez voir que la plupart du temps, les gens qui sont en plus d'extension, plus de rebond, ils s'approchent d'une course qu'on appelle avant-pied. Là, on voit que lui, il est à la limite pied à plat, parfois avant-pied, parfois un léger talon, mais quoi qu'il en soit, c'est plutôt une course qu'on va appeler en pied. Et si vous regardez le mouvement des pieds, vous avez la même chose sur les félins, il y a une tendance. Regardez, je vais bloquer un petit peu. Voilà, là je l'ai par exemple. Si on regarde, son appui commence plutôt en externe. On va parler, parce que l'un va avec l'autre, on va parler de principes ou de mouvements qui sont plutôt d'extension, supination. Voilà. Ça a à voir avec des chaînes musculaires qui traversent le corps et qui traversent l'arrière et l'extérieur du corps. Donc, c'est pour ça que je précise que l'un va avec l'autre. Un corps en extension, ça va le plus souvent, pas toujours bien évidemment, avec des appuis qui sont externes. Vous pourrez vous essayer, après la webconf, de rebondir que sur le gros orteil. Ça va un peu moins bien que si vous laissez le pied aller légèrement sur l'extérieur. Un autre mot qu'on peut donner, vous voyez, j'en suis déjà à 4, j'en donne un 5e et promis, je ne vous fais pas les 10. Un autre mot qu'on peut donner, on parle de ça en science, c'est le modèle masse-ressort. Un peu comme si le centre de masse, un peu comme si le coureur se comportait comme un ressort qu'on comprime, et puis une fois qu'il est comprimé, il a mis de l'énergie en réserve, et hop, il va repartir vers le haut. Alors, plutôt que comprimé, si on parle des tissus, ben on va plutôt là parler de tissu, c'est un effet élastique, je suis désolé, 6e mot pour dire la même chose, c'est plutôt un élastique qu'on va étirer et qui ensuite se renvoie. Or, on sait que sur une course aussi marquée aérienne, donc aussi marquée en extension, en rebond, eh bien, il y a plusieurs publications qui ont montré que 90%, ici en Suisse, on dit 90%, 90% de l'énergie qui est emmagasinée, donc, qui est mise en réserve dans le corps pour ensuite relancer le corps sur la fin d'appui, eh bien 90%, 90% de cette énergie, elle vient s'inscrire dans un bras de levier qui commence au niveau des méta, avant-pieds, qui inclut l'aponévrose, ensuite le tendon d'Achille et les mollets. Or, le motif de consultation, il est typiquement à l'endroit même où 90% de l'énergie de la course est récupérée. Et donc, connaissant ça, connaissant cet avant-pied, on peut se dire les forces commencent, c'est sans doute sa préférence à ce monsieur, mais il arrive un peu au bout de ses forces, parce que même ce qui est fort a une limite dans ce monde. Eh bien, un tissu qui sont les tissus de son mollet commence à ne plus supporter la charge de cette course avant-pied aussi rebond à son âge. Voilà. Donc, on serait, dans ce cas-là, on appellerait un excès d'extension, un excès de rebond ou un excès d'aérien, on choisit le mot. Alors, une fois qu'on a ça, on a la direction qu'on souhaite donner, on veut essayer de la ramener, alors écoutez bien, hein, on ne veut pas essayer de l'amener en très terrien, on part toujours du patient et de son motif de consultation, et puis on essaie de raisonner en degrés. Donc, on veut l'amener un peu moins aérien que lui-même. Ne vendez pas du très terrien à quelqu'un qui est aérien. Ne vendez pas le fait de s'asseoir complètement dans une chaise à quelqu'un qui aime être en extension, parce qu'il ne va pas adorer, en fait, la proposition. On change toujours, on est capable de changer, mais toujours à partir de soi. Donc là, on lui a donné une consigne en lui expliquant que vous êtes très en pied. On vous propose de venir un petit peu plus dans vos cuisses. Alors, selon les patients, on ne sait pas pourquoi, mais il y a des patients qui vont être plus sensibles à des consignes du type plus dans vos cuisses. Il y en a d'autres, c'est quand on va leur dire raser le sol, plus dans le sol, que ça va leur parler. D'autres, la flexion ne leur parle pas, il faut leur dire plus long dans le sol. Quoi qu'il en soit, tout ça, ça tue un peu le rebond. Et ça va surtout déplacer la charge des mollets sur les cuisses. Et donc, la première proposition, c'est toujours proposition sur l'analyse de la foulée, et on voit si la personne arrive à modifier sa foulée pour diminuer la charge au niveau de l'endroit où il a mal. Et donc là, c'est la course avant. Regardez l'oscillation de la tête. Et là, on est après. Je lui ai juste dit à ce patient de venir un peu plus rasant et un peu plus dans ses cuisses. Voilà, et voilà ce que l'on a. Alors à l'œil, c'est pas toujours facile. Hein. Je vais arrêter le son. Je vous le remets. Voilà, et je le remets ici. Alors, quand on a l'habitude, on voit bien qu'il y a un peu moins d'oscillation dans le premier cas que dans le deuxième. Alors, si on a un doute, alors déjà, nous, quand on va demander une modification de mouvement, eh ben, on aime chez Volodalen jouer sur des opposés. C'est-à-dire on aime les choses rationnelles et on aime aussi nourrir nos sensations et notre œil. Alors là, on a pris
ce petit capteur qu'on a développé, c'est en particulier Aurélien chez nous qui l'a développé, qui s'appelle le Vibe, qui est un capteur qui nous permet de mesurer une dizaine de mouvements, dont la course. Et là, on regarde les résultats avec pas de consigne, c'est-à-dire comme il courait avant, ce monsieur, et on voit quoi? On voit que il est 80, vous voyez en haut là ce que je viens de surligner, pardon, eh bien c'est la quantité de rebond par rapport à la quantité de rasant. On parle de course bondissante, donc course aérienne ou course terrienne ou course rasante. Eh bien il était 81% du côté bondissant sur notre curseur avant avoir la consigne. Si on regarde la cadence était de 172. Voilà, on a le temps de contact, on a le temps de vol, indifférence droite-gauche. Et une fois qu'on a donné la consigne, eh bien, on est passé en 50-50. Alors là ça nous annonce 50% bondissant, ce qui pourrait être l'équivalent de 50% rasant, parce qu'on est en plein milieu du curseur. Et on observe donc objectivement, la personne passe plus de temps dans le sol. Vous voyez, il est passé de 250 millisecondes à presque 280 millisecondes. Donc, il passe plus de temps. Si vous passez plus de temps dans le sol, vous ne pouvez pas être aussi bondissant, c'est pas possible parce qu'il y a un système qui s'appelle le coupling time qui fait que les élastiques du corps, ils doivent être courts pour pouvoir s'étirer et renvoyer l'énergie. Donc, objectivement, il s'est rendu, 30% plus terrien que ce qu'il était jusqu'à présent. On peut l'objectiver. Ensuite, on fait confiance à nos yeux. On se dit, quand on le regarde courir après qu'on lui ait donné la consigne, parce qu'il ne l'avait pas fait jusque-là, il n'a jamais couru, est-ce qu'on trouve que son mouvement est coordonné? Est-ce qu'il nous semble encore fluide? On a fait une publication scientifique là-dessus, on appelle ça être pimp. Le mot en anglais signifie « c'est la classe ». Voilà. Et nous, on sait que si c'est la classe, ça veut dire que la personne a compris tout de suite notre consigne, donc on risque de ne pas avoir de résistance à ce qu'il puisse la réaliser. Il n'a pas besoin d'être très concentré, pas besoin d'être complètement crispé, il a compris tout de suite notre principe. Et là, on trouve que c'est pimp. Mais ce n'est pas suffisant, on appelle ça un triptyque de l'action. Si on a un doute sur notre action, on essaie d'aligner 3 facteurs. Le premier, je vous l'ai dit, c'est l'observation. L'observation, ça a à voir avec une coordination, donc normalement, c'est assez inconscient. Le deuxième, c'est qu'on pose la question, bien évidemment, au patient. Comment vous vous sentez? Et là, il nous dit, là, je sens plus mes cuisses. C'est normal parce que jusque-là, il courait moins dans ses cuisses. En revanche, c'est assez facile pour moi. Donc, il est OK au niveau sensation. Pourquoi la sensation nous semble importante? Tout simplement parce que ça a à voir avec de l'émotion. Et si vous voulez que votre patient puisse faire ce que vous lui demandez, alors c'est très bien d'avoir de la raison, mais en même temps, si son corps dit non et j'aime pas du tout, en général, il va pas réaliser ce que vous lui demandez. Donc on s'assure que il est OK au niveau de son émotion, et là c'était le cas. Donc deuxième niveau, c'est l'émotion, et troisième niveau, c'est notre conscience. On sait pourquoi on demande ça. C'est l'analyse que je viens de vous faire. On était en excès de pied, en excès d'extension au niveau des mollets, et donc on souhaite venir plutôt maintenant dans les cuisses. Donc la raison, on l'a. Donc on a la coordination qui est inconsciente, on a l'émotion qui est le lien entre l'inconscient et le conscient, et ensuite on a la raison, c'est la partie consciente. Une fois que tout ça s'est aligné, on appelle ça un triptyque de l'action, là on se dit, il y a de fortes probabilités pour qu'on ait un résultat. On ne dit pas que 100% des cas, le résultat il est bon, mais dit, on a mis toutes les chances de notre côté, on a mis le patient avec nous, nos yeux, donc notre expérience avec nous, et on sait pourquoi on le fait. Voilà, donc ça c'est triptyque de l'action qu'on vous représente dans cette nouvelle formation. Deuxième proposition d'intervention, donc la première c'était modifier la foulée. La deuxième proposition de modification de foulée. La deuxième, c'est qu'on va aller chercher des exercices. Donc les exercices, on va faire en sorte que nous, on est très soucieux que toutes nos interventions soient cohérentes. C'est-à-dire que tout aille dans le même sens. On préfère se tromper dans la cohérence qu'avoir juste dans l'incohérence. Parce que pour nous, il n'y a pas de juste dans l'incohérence. C'est chacun qui explique qu'il a juste, mais vous voyez une chose et son inverse. Et on trouve que c'est le principal motif du fait que les gens continuent d'être blessés. Pas qu'ils se blessent, mais qu'ils continuent d'être blessés. Donc, premier type d'exercice, là, hop, vous voyez Audrey qui fait l'exercice, on veut essayer de développer davantage ses cuisses. Alors, il faut dire que pour lui, franchement, ils étaient déjà très développés chez ce coach, mais disons que c'est cohérent, on va faire ce qu'on appelle des poussées verticales, type squat, venir un petit peu plus dans mes cuisses. Ensuite, on se rend compte que tout son corps a une certaine rigidité. Donc, on a des exercices spécifiques. On envoie des vidéos aux patients. C'est l'exercice de la vague, là, vous la voyez réalisée sur la droite, dans lequel on dit aux patients,
C'est un peu, et là, les gens qui sont rigides le sentent, c'est un peu comme si vous aviez une barre de fer dans le dos, et on va faire en sorte que cette barre de fer devienne un bambou. C'est des exercices particuliers de mobilité, ce qu'on trouve qui fonctionne très très bien quand les patients sont en mode rigide. Et enfin, on avait pu constater qu'au niveau du pied, il y avait des petits réflexes, ce qu'on appelle des réflexes archaïques, qui faisaient que le pied se mettait naturellement sur l'extérieur avec une grande extension des orteils. Donc, on fait un travail aussi de mobilité du pied et puis d'ancrage des orteils dans le sol. Voilà. Donc, 3 propositions d'intervention par exercice. Typé exercice, on envoie ça, le patient a pour faire pendant 6 semaines, à raison de 2 ou 3 fois par semaine, ça prend 10-15 minutes de faire ces exercices 3 fois par semaine. Et ça accompagne notre proposition numéro 1, qui est le changement de foulée. Proposition numéro 3, de nouveau, on essaie d'établir la cohérence et cette fois, on rentre directement tout proche du pied. Élodie, à toi. Donc effectivement, sur notre prise en charge podologique, on va pouvoir intervenir soit en parallèle de la prescription des exercices, c'est souvent le cas, parce que le patient va réaliser les exercices en autonomie à la maison, ou alors des fois à distance de cette proposition d'exercice pour ajouter une petite plus-value. Quand on travaille en préférence, il faut être cohérent. Cohérent, ça veut dire cohérent avec ce que j'ai vu, qu'est-ce que je vais proposer comme exercice? On vient de le voir. Et cohérent au plus proche du pied. Cohérent sur ma chaussure et sur la paire d'orthèses plantaires que je vais pouvoir proposer. Donc là, dans ce cas de ce patient, on a vu qu'on voulait générer davantage de flexion parce qu'il est en excès de rigidité, en excès d'extension. Pour ce patient-là, mais il avait déjà fait une première partie du travail puisqu'il avait changé ses chaussures. Il avait compris qu'il fallait un petit peu plus d'épaisseur, donc c'est ce qu'on appelle le stack, l'épaisseur de la semelle, et un petit peu plus de mou avec une semelle un petit peu plus accueillante, un petit peu plus confortable. Une chaussure qui donne un peu plus de confiance à l'appui au sol, et on a vu qu'on voulait qu'il augmente sa durée d'appui au sol, donc s'il a un peu plus de confiance, c'est toujours plus sympa. Donc là, ce patient, il a pris une chaussure un petit peu plus molle, donc avec un short qui se rapproche de 40, et je reviens sur cette donnée juste après. Et puis une chaussure un petit peu plus épaisse, donc avec une épaisseur, le stack un peu plus importante. Il faut dire qu'il avait démarré avec des chaussures plutôt typées minimalistes et assez dures. Hein. Voilà. Donc ça, ce chemin, il l'avait déjà fait et il trouvait déjà que ça allait mieux avec ces chaussures. Ensuite, le 4e niveau d'intervention, on a commencé par la foulée, on a ajouté les exercices, on a validé que les chaussures étaient OK par rapport à la direction qu'on donnait qui était plus en flexion, donc plus de douceur dans l'appui. Et puis ensuite, on regarde ce qui se passe au niveau des orthèses plantaires. Donc au niveau des orthèses plantaires, ce patient, il arrivait avec son propre appareillage, donc c'était un appareillage qui était un petit peu ancien et puis qui était pour le coup cohérent avec ses anciennes chaussures. Donc là, on avait une paire de semelles. Ici en Suisse, on va parler de support plantaire, c'est bien présenté sur ce modèle-là. On a un patient qui a un pied plutôt creux, donc là on vient vraiment combler l'ensemble de l'arche et puis surtout on vient travailler avec des matériaux qui sont très durs puisque on avait mesuré une dureté short d'environ 85. Alors, je reviens sur la dureté short. Quand on va travailler sur la dureté des matériaux qu'on va utiliser et quand on va mesurer la dureté des matériaux utilisés dans les paires de chaussures, on va avoir une sorte de valeur centrale. Cette valeur centrale, c'est 40. 40, ça correspond, selon la littérature, à la dureté short de la peau plantaire. Et on va considérer que ce qui est plus dur supérieur à 40 va générer davantage d'extension, donc va nous faire avancer vers la droite de notre curseur, et tout ce qui va être inférieur à 40 va être considéré comme plus mou et va nous envoyer plutôt vers la gauche de notre curseur, donc un peu plus en flexion. Donc là, on a une paire d'orthèses plantaires qui correspondait à ses anciennes chaussures, plutôt rigides, plutôt génératrices d'extension. Donc on lui propose autre chose. On va proposer un plan d'appareillage qui va générer davantage de flexion. Et puis, comme on l'a vu, c'est souvent, on fait des couples, donc on a vu extension, supination. Et bien là, on va faire flexion
pronation. On n'est pas obligé de travailler à chaque fois et sur la flexion et sur la pronation, mais il faut garder cette idée en tête quand on va vouloir rendre une semelle un petit peu plus terrienne, un petit peu plus à gauche du curseur et un petit peu plus en flexion. Donc là, on lui propose une paire d'orthèses plantaires où on va travailler sur une partie un petit peu plus molle, on va dire, au niveau du talon, de façon à le stabiliser et puis surtout lui donner confiance sur le déroulé du pas et l'inciter à faire un déroulé du pas un petit peu plus complet et augmenter son temps d'appui au sol. Donc, un petit peu plus de mou au niveau du talon et puis flexion, pronation. Je vais venir travailler sur un système d'ancrage au niveau de mon avant-pied en mettant un petit peu plus de mou aussi sur la partie qui correspond à mon premier rayon. Donc, quand on fait une paire d'orthèses plantaires, on va travailler sur différents concepts, surtout un concept de contraste. Je vais travailler sur les contrastes de hauteur et je vais travailler sur les contrastes de dureté. Alors, on dit flexion, pronation, extension, supination, ça semble tomber comme un cheveu sur la soupe. En fait, c'est lié, ceux qui nous suivent le savent, c'est lié à l'organisation de nos chaînes motrices. C'est-à-dire que les chaînes, tout ce qui crée de la flexion dans le corps est à l'avant et à l'intérieur. On parle de chaînes antéro-internes. Et donc voilà, si vous contractez les muscles avant, ça vous mène en flexion. Si vous contractez les muscles arrière, ça vous mène en extension. Les muscles arrière terminent plutôt sur l'extérieur du pied, les muscles avant plutôt sur l'intérieur du pied. Ça explique le pourquoi de ce mode de fonctionnement dans lequel on va mettre un peu plus mou pour aller un petit peu plus vers le bas, le mou attire, et puis on va mettre aussi un peu plus de mou sur l'intérieur pour générer ce déroulé. Et remarquez que c'est cohérent avec le fait que le déroulé et la poussée, au final, c'est quand même, 80% de votre poussée, elle va intervenir sur votre gros orteil, et puis jusqu'à présent, le gros orteil est plutôt à l'intérieur du pied plutôt qu'à l'extérieur. Voilà, c'était une plaisanterie, mais voilà, il y a une espèce de cohérence là derrière. Voilà, pour le cas numéro 1. Donc, bravo, vous avez tous vu que c'était une blessure qui pouvait venir d'un excès d'extension. Donc, on ramène. L'idée n'est pas de le ramener dans un talon, on dit à 30 degrés, hein, vous voyez, c'est un petit peu plus de talon. Des fois, on pourrait avoir des gens qui sont complètement avant-pied. Là, bien évidemment, et tu me confirmes, Elodie, c'est le mou, on le mettrait davantage sur l'avant-pied. C'est-à-dire qu'on va d'abord regarder où la personne pose son appui. Hein. Oui, tout à fait. En fait, le choix des matériaux et l'orientation des contrastes que je vais générer sur ma semelle, eh bien, elle va dépendre de mon observation. Si j'avais eu quelqu'un qui avait un très fort impact au niveau du talon, eh bien, j'aurais mis davantage d'action sur mon talon. Ok, allez, cas numéro 2. Alors, lui, il vient nous voir, c'est pas un coureur, comme vous pouvez le voir à ses chaussures très typées marche en montagne. C'est quelqu'un qui vient nous voir. Alors, on fait courir, pourquoi? Parce que c'est des patterns de mouvement qu'on connaît bien. Mais c'est quelqu'un qui fait de l'équitation et qui a régulièrement des douleurs au niveau du psoas. Alors, de nouveau, je vous le repasse. Vous voyez qu'on n'a pas fait dans le très compliqué. Je vous le repasse. Et puis, on va se poser toujours les mêmes questions initiales. Voilà, je vous le remonte. Est-ce que vous trouvez que c'est plutôt quelqu'un qui est rasant? Je rigole même en le disant, excusez-moi, je suis désolé. Vous voyez, là, des fois on dit, le coccyx, il touche le sol, là. Ou est-ce que vous trouvez plutôt que c'est quelqu'un qui est bondissant? Voilà, et je vous le remets. Bon, je pense que... Alors, on a des questions, on prendra vos questions, hein, Isabelle, Jean, vous posez des questions, on les reprendra juste après. Donc, voilà, mais bien sûr, Violaine, Vincent, Yann, Terrien, plus, Yann, il a dit, c'est plus, je compte le nombre de plus, il doit en avoir une dizaine. Voilà, effectivement, vous voyez comment c'est rasant, là, vous avez un bassin qui est très marqué en rétroversion. Si on prenait l'oscillation, à mon avis, on serait pas loin de 4 cm, c'est-à-dire le plus bas du plus bas qu'on peut trouver, voilà. Donc, quand c'est très marqué, c'est beaucoup plus facile à voir. On comprend bien que si la personne se retrouve complètement recroquevillée comme ça peut expliquer que le psoas, il n'a pas la distance pour venir s'exprimer. Il se retrouve un peu tout rétracté, tout comprimé, et puis qu'il puisse générer des douleurs par le fait de ne pas avoir cette longueur sur laquelle il peut s'étendre. Alors, on les connaît tellement parce qu'on suit régulièrement Swiss Jumping. Je peux vous dire que les défauts techniques qui vont lui être reprochés,
on les connaît, c'est quelqu'un qui va rester avec les mains qui sont un peu très en flexion, très marquées en compression au niveau des rênes, qui va manquer de tonicité aussi dans son axe. Voilà, donc si je reprends mon petit partage d'écran, bah oui, voilà, bien évidemment, vous avez vu juste, je précise quand même là-dessus que même sur des cas plus complexes, une fois qu'on a la grille de lecture, déjà les sensations, comme on l'a exprimé, ce triptyque et la grille de lecture, et qu'on le compare avec des données objectives, eh bien, on a quand même 9,5 personnes sur 10 qui voient juste entre un trop de flexion et puis un trop d'extension qui pourrait expliquer le motif de consultation. Voilà, quand on vient à des choses très basiques, vous voyez, on n'a pas encore commencé avec terrien-aérien. Les mots définissent peut-être là une course très terrienne, très rasante, mais on n'a pas fait de test, on n'a pas fait de choses compliquées. C'est que le regard, et puis vous avez des heures de vol. On a l'habitude de regarder les patients en posture et puis de regarder les patients en mouvement. Donc mouvement très en flexion, temps de contact au sol qui est très très long. Voilà, donc dans ce cas-là, on dirait qu'on a quelqu'un qui est en excès de flexion. Tellement il est terrien qu'on n'ose même pas dire terrien. Des fois, on dit même en retrait ou en excès de flexion. Donc, toujours la même chose. Avec là, je vous ajoute un petit quelque chose. Dans la formation qu'on vous propose, on vous donne tout un protocole pour venir tester, pour voir si le corps répond mieux. Nous, on appelle ça cerveau content. On teste le gainage du corps dans des positions qui sont les positions clés. Donc, par exemple, on va mettre le patient dans sa position habituelle de course, dans laquelle il est presque assis, et puis on va faire un test de gainage. Et puis après, on va le mettre dans une position qui est une position alors qu'on appelle aérienne, avec les épaules vers l'avant, puis avec le corps en extension, et on regarde si le cerveau est content. Alors pourquoi je dis cerveau content ? Parce que souvent on pense que le gainage, ça a à voir avec la force musculaire. Or, c'est faux. La quasi-totalité des publis le montrent. Le gainage, c'est ou un cerveau qui trouve ses muscles et auquel cas il coordonne, c'est la même chose que la coordination, il est très proche de l'équilibre, il coordonne, c'est-à-dire il arrive en prenant une autoroute à aller chercher les muscles et donc il coordonne le corps une fois coordonné, il est tonique. Ou alors il ne trouve pas les muscles qu'il aime bien, et s'il ne les trouve pas, eh bien alors le niveau de tonicité il diminue. Lui, on dirait que c'est quelqu'un qui n'a pas développé assez sa tonicité. Et quand on a fait le testing, alors je répète, dans la formation, on vous montre 7 tests d'affilée pour venir confirmer si la personne est terrienne, aérienne. Eh bien, ce monsieur-là qu'on vient de voir, on a la grande surprise de voir sur nos tests que quand on l'enlève de la course à pied, quand on le met en posture, eh bien, il répond aérien. Vous avez bien entendu, hein, vous avez vu une course sur-terrienne, et quand on fait le testing, on se rend compte que c'est un aérien. Donc c'est aérien qui n'a pas encore abouti dans sa préférence. Alors on pourrait se dire, mais c'est quoi ce bazar ? Qu'est-ce que c'est qui fait qu'il reste autant recroquevillé si vous me racontez que c'est un aérien ? J'y comprends plus rien là. Et bien parfois, il y a des choses qui sont encore plus dominantes que les préférences motrices. Les préférences motrices, c'est vous qui avez une identité, une coordination, une efficience et qui pouvez vous adapter. Mais parfois, il y a des espèces de programmes moteurs dans le corps, et là, ça s'appelle des réflexes archaïques, qui sont plus puissants, qui normalement sont destinés à disparaître, et parfois ils sont restés, et ça empêche l'émergence de la préférence. Avec le testing, on peut savoir si c'est bien la préférence, c'est-à-dire si lui, il était dans sa préférence, il serait très solide, il serait très à l'aise en équilibre, en coordination, donc en gainage, quand il est assis. Et on observe l'exact inverse. Donc là, disposer d'un testing complémentaire. Chez Volodalen, on commence toujours par le visuel. On n'interagit pas, on regarde, on analyse le mouvement. Ensuite, en fait, on va faire des tests. On va toucher le patient, on va tester à l'endroit où il répond le mieux selon une procédure qui est bien établie. Et ça nous aide justement à voir ce différentiel. Donc lui, on voit des programmes moteurs plutôt aériens, or il n'a pas encore pu les réaliser. Alors là, on a tendance, dans notre proposition d'action, on garde le triptyque, hein, on garde l'observation quand on va l'amener en extension, on garde le fait de prendre ses sensations et on sait pourquoi on va l'amener plus en extension. Et donc, on observe là que le long de ce curseur, vous voyez, tout à gauche, vous avez des excès de flexion, c'est en gris. Ensuite, tout à droite, la rigidité, les excès d'extension, il y en a avoir un juste avant. Et au milieu, vous avez les préférences. En rouge, vous avez la préférence terrienne, efficient en flexion. En bleu, la préférence aérienne, efficient en extension, et les excès sur les extrémités. Lui, qu'on vient de voir là, il était en excès à gauche, donc en excès de flexion au niveau de son corps. Donc on a une proposition
de le faire dériver au niveau de la droite pour l'amener dans un système aérien. Pourquoi? Parce qu'on observe qu'il est aérien et surtout qu'il est en excès de flexion par rapport à sa pathologie. À propos de tests, d'ailleurs, ce que je vous propose, c'est, parce que là, on a des testings très établis, mais vous voyez, si je reprends mon triptyque de décision, on peut jouer aussi sur les sensations. Je vous propose éventuellement, comme ça mettra un petit peu de dynamisme dans la présentation, je vous propose éventuellement de prendre ces postures et essayer de vous dire, est-ce que je me sens mieux quand je vais amener mon poids sur l'avant? Deuxième définition d'aérien, ceux qui aiment bien mettre leur poids sur l'avant-pied en posture, donc qui aiment bien balancer leurs épaules sur l'avant. Ça se joue au niveau de l'extension, bien sûr. Par rapport aux terriens, c'est ceux qui aiment bien être en position plus assise, flexion de hanche. Je vous propose d'essayer. Allez, si vous avez un petit peu de place derrière vous, vous pouvez vous lever, des fois que vous soyez assis. Et puis, je vous propose de vous mettre debout. Alors, je vais me mettre un petit peu plus à distance, comme ça. Peut-être que vous n'allez pas voir ma tête. Et puis, prenez d'abord la posture verticale. Donc, je répète, dans notre triptyque de décision, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez sentir si vous vous sentez mieux en étant dans une posture plus aérienne, extension de hanche, poids sur l'avant, donc les épaules vous basculez, ou alors si vous sentez mieux dans une posture terrienne, avec flexion de hanche et poids un peu plus sur l'arrière. Mais pour ça, on part avec les pieds à peu près largeur de bassin, de la verticale. Et là, vous vous laissez, dans un mouvement assez dynamique, balancer les épaules sur l'avant. Donc je vous propose d'y aller, vous balancez, hop, vous stoppez. Voilà. Et regardez si vous êtes à l'aise. Voilà, on le refait, une deuxième fois, je repars de la verticale, je lance mes épaules et puis je les arrête. Allez pas à l'excès, vous ne devez pas avoir les orteils qui sont complètement crispés dans le sol, vous essayez juste d'envoyer vos épaules. Pas le bassin, hein, c'est pas ça, hein, parce que on le voit souvent en formation, et les gens ils font comme ça, ouais, je suis bien avec mes épaules devant. Non, ça c'est pas les épaules, c'est le bassin, donc c'est bien toutes les épaules qui vont sur l'avant. Si vous êtes bien, ça veut dire que vous n'avez pas peur de tomber en avant. Si vous n'avez pas peur de tomber en avant, ça veut dire que c'est votre cerveau qui est content quand il va aller chercher les muscles postérieurs. Ce qui empêche de tomber en avant, c'est le fait d'avoir une bonne proprioception sur les muscles situés à l'arrière. Deuxième définition de ce que c'est qu'être un aérien par rapport à la définition qui est basée sur l'impulsion, donc sur le rebond. Je reviens à la verticale. Prenez des appuis un peu plus larges. Pourquoi des appuis un peu plus larges? Parce que vous vous souvenez, c'est un principe de flexion-pronation. Ça va être dur d'aller chercher le gros orteil si vous avez les pieds proches de l'un de l'autre. Donc les appuis terriens sont plus larges. Donc je prends un petit peu plus large et cette fois, je vais faire en sorte, dans un mouvement assez dynamique, de venir m'asseoir. Toc, je m'assieds et puis je m'arrête. Et de nouveau, vous posez la question de votre sensation, de votre stabilité. Voilà. Moi, je ne sais pas si ça se voit, mais je sens que je suis un petit peu moins bien à l'aise. C'est moins la classe, en tout cas intérieurement, je ne sais pas extérieurement ce que ça donne, mais c'est moins la classe pour moi quand je me mets ici. Ça me demande un effort et j'ai envie de ne pas rester là. Donc, je reviens vertical, je le refais, appui assez large et je m'assieds. En général, vous allez voir même des petits mouvements d'oscillation. Pourquoi? Parce que mon corps ne connaît pas bien cette posture. Rien que la manière de la prendre, quand on a un schéma terrien, les personnes, boum, s'installent et puis ça ne bouge plus. Et ils se disent tout de suite, ouais, bah là, je suis bien. Quoi. Mais normalement, tout le monde doit être bien comme ça. Non, pas tout le monde. Voilà. Donc, réessayez une fois ou deux. Épaules, comment vous vous sentez? Cuisses, comment vous vous sentez? Allez-y et puis dites-nous un petit peu dans le chat. Attention, c'est pas un test scientifique, ça, mais disons que ça peut jouer parce que ça, vos patients, ils vont être extrêmement sensibles. Vous leur expliquez, ils sentent dans leur corps, toute intelligence commence par une sensation. Et puis, vous pouvez leur montrer le mouvement et leur dire, punaise, là, c'est vraiment bien. Alors là, je vous sens pas trop bien. Et donc, il y a un effet de communication qui est assez important pour l'adhésion après. Voilà. Alors là, on a Isabelle qui dit, me mettre en avant me fait presque paniquer, pas à l'aise du tout. Parfois, c'est super surprenant quand on fait le testing. On est obligé de mettre presque précisément parce que la personne, vraiment, elle veut pas y aller. On voit que le cerveau est pas content. Vous voyez, c'est comme le lapin dans les fardellas de chevaux. Il veut pas, hein. Pas bon. Voilà. Ok, Marine qui réagit en aérienne, Olivia aérienne, ok, terrien, voilà. Donc, dans une population d'origine caucasienne, parce que c'est là qu'on a fait le plus d'études, on a fait pour l'instant études Caucase, donc c'est l'Europe et puis l'Asie, on n'a pas fait encore les autres continents, eh bien on est quasiment à 50-50 entre terrien et puis aérien. Voilà. Donc là, vous venez de toucher déjà d'une manière très simple ce que c'est qu'une préférence.
Vous voyez, et c'est aussi simple que ça réagit autant, et vous voyez comment on va l'utiliser dans notre processus de proposition d'intervention et traitement avec nos patients. Yann, plus confortable avec les épaules en avant, donc Yann tirait plus sur le versant aérien. OK. Et si on est à l'aise pour les deux positions, eh ben, ça veut dire que tu es trop fort. Oui, c'est un curseur, donc il y a des personnes qui peuvent être 50-50 ou 51-49, vous voyez. Et dans ce cas-là, c'est pas très important, parce que ça veut dire que pour le cerveau, si vous êtes très adaptable sur quelque chose, c'est peut-être autre chose qu'il faut aller chercher que ça. Là, ce qui est le plus important, c'est à l'endroit où vous avez du mal à vous adapter, parce que sinon, si vous arriviez à vous adapter, de toute façon, vous ne seriez pas blessé. Voilà. Donc, si c'est 50-50, ça veut dire que c'est peut-être pas l'entrée pour la pathologie, et ça peut être ça avec votre patient. Hop, je reprends mon petit PowerPoint. Voilà. Donc, on a une observation dans le cadre de notre... comment il s'appelle celui qui est sur le cheval, le cavalier, notre cavalier, eh bien, où c'est pimp quand on le met en extension. En sensation, il est OK avec ça, et on sait pourquoi on le fait. On est bien dans l'état d'esprit de bouger et de sortir de sa pathologie. On appelle ça le mind to move. Okay. Au niveau d'exercice, eh bien, on a 5 types d'exercices qui sont classés aériennes. Et là, on irait tout de go. Hein, dès qu'on a une préférence qui n'est pas encore réalisée et qu'on voit que la pathologie, pour nous, c'est le plus simple. Parce que là, on en sort très, très vite puisque le programme est déjà écrit. Il suffit de l'activer. Donc, c'est de la proprioception aérienne, les épaules devant, du gainage en extension, des exercices de rebond verticaux et des exercices de rebond horizontaux. Et en général, vous faites faire ça à ce type de personnes, ben, il s'active, il est heureux et il va beaucoup mieux et puis il a moins mal. Parlons maintenant de l'intervention niveau 2, de deuxième niveau d'intervention, qui seront les paires d'orthèses plantaires. Qu'est-ce qu'on utiliserait avec un patient qui vient avec ce type de pathologie liée à un excès de flexion? Donc, on essaie d'amener un petit peu plus en extension. Donc là, évidemment, on n'a pas parlé de la paire de chaussures parce que quand on a vu la vidéo, déjà, c'est pas un coureur et puis c'est quelqu'un qui a pas l'intention de courir et il est pas venu avec une paire de chaussures de course. Donc on n'a pas discuté de la chaussure. Par contre, on va avoir une intervention au niveau de la paire d'orthèses plantaires. Là, on va vouloir aller vers un petit peu plus d'extension, voire beaucoup plus d'extension puisqu'il est complètement à l'opposé du curseur par rapport à sa préférence. On va chercher de la stabilisation et ajouter de la dynamique sur la semelle. Quand on fait des contrastes sur la semelle, que ce soit des contrastes de dureté ou des contrastes de hauteur, on génère du mouvement au sein même de la semelle sur le déroulé du pas. Et donc là, on a un patient qui passe pour le coup beaucoup de temps au sol avec un déroulé qui est pour le coup très complet. Donc, on va travailler sur le talon. Cette fois-ci, je vais pas mettre quelque chose qui est forcément très, très mou, mais je vais mettre quelque chose qui est dynamique, qui va essayer de le faire redécoller de ce talon un petit peu plus vite. Et puis, je vais mettre un matériau au niveau de l'avant-pied un peu plus rigide sur la partie interne. On a notre collègue formateur et confrère podologue Sébastien Lebras qui a l'habitude de dire une phrase qui est très facile à retenir, c'est le mou attire et le dur repousse. Donc tout à l'heure, on a essayé d'attirer pour créer de la flexion. Dans le cas de ce patient-là, on va essayer de repousser pour créer de l'extension et de la supination. Donc du dur sur l'intérieur de mon pied pour générer un petit peu plus de mou sur l'extérieur, un peu plus de hauteur sur l'intérieur de mon pied et là je vais venir travailler aussi sur la mécanique de supination. Alors attention, quand je dis un petit peu plus de hauteur, on fait des semelles qui sont très très fines maintenant, pas besoin de travailler sur des hauteurs exceptionnelles. Mais rien que le différentiel entre l'interne, l'externe, l'avant, l'arrière, de quelques millimètres, voire même 1 millimètre, ça va vraiment créer du mouvement et de l'énergie. Donc là, pour faire, essayer d'avoir travaillé sur ce couple extension-supination, plus épais, légèrement plus épais sur mon premier rayon et une orthèse plantaire qui va être un petit peu plus rigide, un petit peu plus dynamique.
Donc on essaie de favoriser ce principe extension, supination. Supination. J'en profite d'ailleurs parce qu'on n'en a pas évoqué là, mais sur le mouvement, parce que je suis en train de penser à ça, c'est que lundi et mardi, je suis avec Coralie Faust, qui est aussi une collègue podologue et puis qui est spécialiste d'équitation. On donne une formation sur l'équitation. On est à Fontainebleau, c'est le niveau 2. Donc j'en profite que, puisque c'est quelqu'un qui est cavalier, eh bien, on aurait un peu les mêmes principes que dans la foulée, parce qu'il n'y a pas 1000 manières de faire des mouvements. On dit des gens qui sont en système plus terrien sur le cheval, qui talonnent, c'est-à-dire que les talons sont bien plus bas, comme dans une pose d'appui, alors qu'ils sont plus aussi sur l'avant-pied. Donc là, on donnerait aussi des consignes d'être plus grand sur le cheval, d'être les épaules vers l'avant, et puis plus sur l'avant-pied. Autant l'autre patient, on aurait dit plus dans les cuisses, autant lui, on va dire plus dans tes pieds, puis lance tes épaules vers l'avant. Et ça, c'est assez universel, c'est-à-dire on suit, nous, 25-30 sports, eh bien, que ce soit un tennisman, que ce soit quelqu'un qui fait de la planche à voile, eh bien, ces grands principes d'activation, bien sûr, on doit écouter ce qu'est la spécificité liée à l'activité, mais le principe corporel, lui, reste le même. Voilà. Ok, voilà pour notre cas clinique numéro 2. Voilà, bravo, de nouveau, vous avez été bon. Donc, vous voyez la démarche, hein, et si je reprends les concepts, c'est on part du motif de consultation, toujours, tout ruisselle du terrain, tout ruisselle du motif de consultation. Ensuite, on va proposer plus de flexion ou plus d'extension, parce qu'on observe que beaucoup de pathologies viennent de corps qui sont en excès de rigidité ou en excès de mobilité, en excès de mou par excès de flexion ou excès de retrait. Et ensuite, on va s'assurer par un triptyque d'action que le patient, il est OK avec ses sensations, que nos yeux d'experts sont OK. Si possible, on va mesurer de manière objective, mais si c'est pas possible, c'est pas grave non plus. Et on passe toujours par l'explication. On veut expliquer à la personne pourquoi ça nous semble important d'aller dans ce sens-là. C'est-à-dire, il n'y a pas d'argument d'autorité. Voilà, merci pour votre participation. Alors, ce que je vous propose pour le moment maintenant, c'est que je vous fais une petite présentation puis, de cette nouvelle formation. Alors, il y a plein d'autres concepts, hein, je vais vous les montrer maintenant, qui sont abordés dans cette nouvelle formation de niveau 1. Je vous fais une petite présentation, 5 minutes de la formation, et puis ensuite, on prend toutes vos questions. Alors, hop, je repartage, voilà. Donc, c'est une formation podologie et puis préférence. C'est une formation qui joue sur plus de 6 heures de vidéo. Et qu'est-ce qu'on aborde dans cette formation? Voilà, là, c'est une slide, l'intérieur. Vous, après vous achetez cette formation e-learning, vous rentrez dans un espace de formation dans lequel vous avez une suite de paragraphes, de vidéos. Alors, chaque fois, vous avez des tests pour vous assurer que vous avez bien compris. Vous avez des articles complémentaires. Vous avez les PowerPoint. Et ça, c'est en illimité. C'est-à-dire, tant que les serveurs tournent, eh bien, on laisse l'accès. Parfois, il y a des formations qui sont accessibles qu'un mois ou 2 mois. Là, chez nous, c'est en mode one-shot. Peut-être que l'idéal, ce serait d'ailleurs que je vous montre à quoi ça ressemble. Je vais aller à l'intérieur de l'espace de formation. Voilà. Là, je dois y être. Hop. Hop. Et il est où? Il est là, voilà. Normalement, si tout se passe bien, vous voyez la personne qui est à ma gauche, Elodie. Voilà. Là, par exemple, je suis dans le niveau 1, vous l'avez vu, et je suis dans la partie semelles et préférences. Donc, vous voyez Elodie qui explique voilà, comment on construit les semelles, elle donne une explication sur les matériaux, les différents types de matériaux. À chaque fois, on vous présente les plans de semelles. Regardez, voilà. Hop, alors ça rame un petit peu. On explique quel type de matériaux sous l'avant-pied, à quel endroit. Donc le principe de construction des semelles type éthérienne, type aérienne, et puis en fonction des différentes pathologies. Voilà, ça c'est l'espace. Alors par exemple, là, ça va être Bibi. C'est moi qui vais venir expliquer les exercices en flexion, les exercices en extension. Donc voilà, vous avez plus de 6 heures, comme ça, 6h30 de vidéo. À l'issue, il y a des questions. Si vous réussissez, je ne sais plus, sur 5 sur 10, eh bien, vous avez comme quoi vous avez réussi la formation. Voilà, ça, c'est l'espace de formation. On est assez content, je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau visuel, on est assez content de ce qu'on vous propose. On essaie de faire que ce soit le plus qualitatif possible. Voilà.
Hop, je reviens sur mon partage. Le voilà, 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 voilà. Il est où? Il est où mon partage? Il est où? Il est là. Voilà. OK. Très bien. Alors, par rapport à l'ancienne formation, donc il y a 5 ans maintenant, il y a 30% de contenu supplémentaire. Donc, au total, 6h30 de vidéo. On considère que ça fait à peu près 20 heures d'apprentissage. Les nouveaux concepts qui sont abordés dedans, le premier nouveau concept, c'est qu'avant, on démarrait par terrien maintenant, et terrien aérien, et maintenant, on vous propose, avant de voir le testing terrien aérien, ces systèmes de grille de lecture basés d'abord sur le besoin du patient. Ce qui fait que si je suis en panique parce que je me dis merde, je suis pas sûr s'il est terrien aérien, j'ai juste à me préoccuper de son besoin. Est-ce que je trouve qu'il est en excès de flexion, en excès d'extension? Les pathologies viennent principalement de là. Et donc, je peux déjà faire une proposition sans être sûr de son identité motrice de départ. Ensuite, je vous ai présenté un peu ce triptyque de l'action. Je l'ai écrit avec un Y, mais ça doit être un I, je crois, triptyque. Ensuite, on aborde aussi, et ça c'est tout nouveau, ce qu'on appelle la pyramide de l'action. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit un patient, on va se poser la question de son énergie, est-ce qu'il a assez d'énergie? Ensuite, de son anatomie, de réflexe, ensuite de préférence motrice, et après, on va dire comment on agit avec lui. On vous présente tout ça. C'est le concept le plus large à travers lequel on passe l'ensemble de nos patients. Ensuite, on aborde aussi, je voulais un petit peu évoquer là, ces notions de réflexe archaïque dont on se rend compte. On a fait une thèse, je vous ai déjà fait des webconf, notamment avec Julie qui a fait une thèse qu'on co-encadrait là-dessus, que c'est le facteur numéro 1 de genèse des pathologies. Pourquoi? Parce qu'ils empêchent la réalisation de la préférence. Voilà. Donc, on vous parle de réflexe, bien évidemment d'extension de flexion, parce que vous l'avez compris, le cœur de cette formation, c'est l'extension et la flexion qui nous donnent notre principe d'équilibre. Et vous voyez bien que ça crée en fait 4 grandes catégories: bien en flexion, pas bien en flexion, bien en extension et pas bien en extension, pour faire très simple, ce qu'on a appelé excès. Et ensuite, on a intégré en plus la notion de chaînes respiratoires, qui sont aussi des chaînes, donc chaînes d'inspire et d'expire, qui participent aux effets d'extension et de flexion du corps. Donc voilà. Donc cette nouveauté, c'est qu'en fait, on a pris toutes les connaissances qu'on avait sur ce qui génère de l'extension et de la flexion dans le corps, et on les a synthétisées dans ce niveau 1. Voilà pour les nouveautés. Ensuite, hop, voilà. Parmi les avantages de la formation, et là je vais laisser, c'est que c'est une formation qui est dédiée aux podologues. Les concepts, nous qu'on s'adresse à un podologue ou s'adresse à un kiné ou à un prépa physique, les concepts de base sur les préférences sont les mêmes. En revanche, les déclinaisons, elles diffèrent beaucoup d'un métier à l'autre. Donc peut-être je te laisse parler des avantages pour le podologue. Les avantages, c'est que c'est une formation, donc comme on l'a dit, qui est en accès illimité, 24 heures sur 24 sur votre espace de formation, et l'ensemble des concepts, ils sont applicables le jour J. Si je reprends par exemple le concept d'observation, alors évidemment, plus vous allez en faire, plus votre œil va se faire à ces techniques d'observation, et puis plus vous allez pouvoir déceler les mouvements de manière un petit peu plus rapide. Mais aujourd'hui, on a aussi un système de vidéo, et puis au pire, on a tous un téléphone avec l'autorisation du patient. On fait une petite vidéo, on visionne, on revisionne, et puis on essaie de voir un petit peu ce qui se passe. Donc, dès que vous avez commencé la formation, eh bien l'observation, vous pouvez la faire sur le patient qui suit le lendemain matin ou juste après la pause déjeuner, si vous avez choisi de vous former sur cette pause-là. On refait le point, ou on fait le point sur les différents types de matériaux. Vous allez, dès que vous allez rentrer dans l'atelier, pouvoir là aussi peut-être voir les choses de manière un petit peu plus précise ou un petit peu différente, et orienter le choix de vos matériaux, peut-être même le classement des matériaux dans l'atelier en fonction des actions que vous voulez faire sur vos différents plans d'appareillage. Et puis Ça, c'est ce qu'on voit beaucoup. Il y en a qui prennent le poster du curseur, et puis les matériaux sont organisés le long du curseur. Comme ça, voilà, si je veux l'amener là, c'est plutôt ces types de matériaux pour amener mon patient. Oui, puis c'est tellement plus simple, et puis rapide et ludique aussi pour le podologue. Alors après, vous pouvez voir avec votre fournisseur aussi pour peut-être vous faire des codes couleurs. Chez nous, l'aérien c'est bleu, le terrien c'est rouge, et quand ça va un petit peu moins bien, c'est plutôt gris.
On voit dans cette formation aussi les différents plans d'appareillage. On a parlé du curseur des motricités, on vient y greffer le curseur des semelles. À chaque motricité correspond un appareillage type, je mets des guillemets parce que évidemment on adapte en fonction du patient, et on refait un point aussi sur les différentes techniques, que ce soit de la semelle un peu plus orientée mécanique, ou on aborde aussi les semelles proprioceptives et posturales. Voilà, et puis après, à vous de faire votre propre sauce, cohérence, chaussures, semelles, et puis cohérence aussi avec le discours que vous allez avoir, vous, envers votre patient, le discours que votre patient va pouvoir rapporter à l'ensemble de l'équipe qui le suit, et votre discours en fonction des collègues, dans une pluridisciplinarité au sein même de vos équipes. Voilà, ça c'est les notes, c'est sur 5 points. Les notes, on est en moyenne à 4,8, et puis là, c'est pas sur 50 formations, hein. Je crois qu'on est à plus de 2000 podologues formés par Velodalen. En moyenne, on a 4,8 sur 5 sur nos formations, les formations e-learning, podo jusqu'à présent. Donc les gens sont plutôt contents. Voilà, maintenant l'offre, je vais la publier tout de suite dans le chat. Là, c'est vraiment une offre de lancement. Je répète, cette fois, on a Elodie qui est là, qui nous a rajouté du contenu. On a rajouté ces 30% de contenu qu'on vous a évoqué de manière en partie, en tout cas. Eh bien, pour les 48 heures à partir de maintenant, donc aujourd'hui, on est le mercredi 11 juin jusqu'au 13 juin, et c'était très précis, 23h59. Je vois que tu as marqué. L'offre de lancement pour cette formation, elle est de 290 € à la place de 350. Elle passera à 350 à partir de samedi 0000. Voilà. Alors, hop, j'arrête le partage et je vous mets l'offre. Voilà, je vais mettre l'offre. Donc, vous pouvez tout de suite, si vous êtes intéressé, hop, et voilà, c'est publié. Vous avez un lien, vous pouvez cliquer sur le lien. Ça ne va pas arrêter la diffusion. On continuerait de nous entendre. Là, on va passer aux questions. Vous pouvez cliquer sur le lien où il y a marqué « S'inscrire à la formation ». Ça vous amène sur une page de paiement. Vous payez à cet endroit-là, et puis ça vous débloque tout de suite votre espace de formation que vous allez pouvoir garder par la suite. Voilà pour cette petite présentation et puis la proposition d'offre qu'on a sur cette nouvelle formation 2025 podologie de niveau 1. Ok, alors ce que je vous propose maintenant, c'est n'hésitez pas à nous poser vos questions par rapport à ce qu'on a présenté. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je vais en reprendre déjà quelques-unes qui sont là. Alors, je reprends peut-être à partir de la fin, mais je remonterai, promis. Y a-t-il du changement par rapport au contenu de la formation présentielle niveau 1 faite en janvier 2025? C'est une excellente question, Violaine. En fait, non. C'est une mise à jour, justement. Les formations en présentiel, elles correspondent déjà à elles sont mises à jour, en fait. Et ce qui n'est pas le cas du e-learning, parce que ça demande pas mal de boulot supplémentaire, de tout retourner, de remettre en forme, de reprendre des nouveaux cas cliniques. Donc, à part qu'il y a des cas cliniques que tu n'auras pas vus en présentiel, mais si tu as fait la formation Violaine en présentiel, eh bien, ce sera du contenu qui sera en gros identique à celui que tu as eu. Donc, ou tu te dis que tu aimerais l'avoir en continu pour, au coin du feu, pouvoir répéter ce que tu as entendu, ou alors, là, c'est inutile parce que tu as déjà fait le présentiel. Donc, c'est vraiment le e-learning qui est mis à jour, mais le présentiel, lui, il est déjà mis à jour en continu. Je suis déjà formé par CE2 aux préférences, puis-je passer au niveau 2 directement chez vous? Le niveau 2 va-t-il évoluer? Alors, le niveau 2, effectivement, il va évoluer, mais en revanche, on ne fait pas aller directement au niveau 2. Pourquoi? Parce que même si ça parle de préférence, là, par exemple, le triptyque de l'action, vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas voir chez CE2 la pyramide de l'action, c'est-à-dire il y a toute une partie de la démarche, les mesures, vous ne les aurez pas, il y a toute une partie de la démarche qui n'est absolument pas la même, donc on ne fait pas en fait de passage direct sur du niveau de marine. J'ai fait le niveau 1 en 2019, niveau 2 en 2021, sur le niveau 3 que j'envisage faire, est-ce qu'il y a des explications sur ces nouveaux concepts? Yann, oui.
Oui, de nouveau, on va pas faire le niveau 3 d'il y a 3 ou 4 ans. Donc, Yann, si tu fais le niveau 3 là, cette année, il y aura un peu. Alors, bien sûr, il y a des nouveaux, parce que le niveau 3, c'est sur la partie plus cognitive. Donc, tu ne pourras pas avoir l'ensemble du contenu de Podo, typiquement, que tu aurais dans le niveau 1 là. Mais les nouveaux concepts, oui, on en parlera. Peut-on avoir le code pour j'ai un bon de réduction? Ça, c'est Thibaut qui va répondre. Je ne connais rien du tout en truc administratif. Ah non, en fait, là, la réduction, excuse-moi, ça, c'est pour des cas exceptionnels. Là, y a pas de, là, le bon de réduction, c'est le fait de l'acheter maintenant et pour les 48 heures qui viennent, Clément. Donc, il n'y a pas de code. Là, tu as juste, tu l'as à 290 maintenant, c'est une réduction de 60 € par rapport au prix usuel. Ok. Alors, Gaston, question, si terrien en statique, centre de pression postérieure et aérien en dynamique ou en course, quelle approche? Alors, de nouveau, l'essentiel, c'est le motif de consultation. Il faut bien comprendre que notre objectif, n'est pas d'étiqueter les gens comme terriens, aériens, puis de se dire, ça y est, on a fait notre job. Non, notre job, c'est de faire en sorte que nos patients, ils aient pas mal. Donc, c'est pour ça que tout part d'une analyse du mouvement. Donc, si tu as quelqu'un qui est terrien, tu l'as fait tes mouvements en statique, tu observes qu'en statique, c'est quelqu'un qui répond bien dans de la flexion et il court en aérien. Ben, à la limite, je dirais, il fait bien ce qu'il veut. Mais en revanche, si il va pas bien, nous, on intervient quand les gens ont besoin de nous, quand ils ont un problème. Et pour nous, c'est pas un problème. On peut tester terrien puis que la personne soit en aérien. Tant qu'il va bien, ben, il fait sa vie. En revanche, s'il a une pathologie, à quoi ça va nous aider, qui serait une pathologie, par exemple, d'excès d'extension? Ben, ça va nous aider de voir qu'il est terrien dans le testing parce qu'on sait qu'il va pouvoir revenir plus vite, puis peut-être de manière plus profonde dans ses cuisses. Mais l'intervention qui est je ramène la personne plus en flexion, elle restera la même que celle qu'on a présentée pour un aérien. C'est peut-être le degré short, par exemple, l'amplitude de la modification vers la flexion qui va changer, mais la direction, elle ne changera pas. Donc, Gaston, la réponse est-ce que la personne est blessée ou pas? C'est quoi le motif de consultation? On utilise, j'insiste là-dessus, hein, on utilise notre connaissance comme des techniques, des compétences pour nourrir le fait que les patients, ils aillent mieux. Ils viennent pour ça, ils ne viennent pas pour savoir qu'ils sont terriens et aériens. Isabelle, je suis kinésithérapeute au Brésil. J'aimerais savoir si un jour vous pourrez venir présenter votre méthode ici. Mais Isabelle, on en rêve, invite-nous. Si tu nous amènes en plus quelques personnes pour faire nos formations, on viendra avec plaisir. Tu peux nous contacter par mail, n'hésite pas. Mais sinon, il faut d'abord être connu. Je ne suis pas sûr qu'on soit très connu au Brésil. Mais si tu arrives à faire qu'on soit connu, franchement, promis, on vient. Frédéric, prenez-vous en charge les inégalités de longueur de membres? Oui, alors là, c'est pas le thème de cette formation. Une autre formation qui est avec Mathieu Toulza, qui est sur anatomie pour le mouvement. Donc là, on parle de facteurs qu'on appelle structurels, qui est la base de notre pyramide. Pour nous, le truc après l'énergie le plus important, parce que l'endroit où vous pouvez pas changer, si vous avez un bassin large, vous pouvez pas le changer. Donc c'est pour nous une des choses extrêmement importantes. Mais là, je vais pas répondre plus loin que ça, parce que c'était pas le thème de la conférence. Mais oui, on prend bien évidemment en compte les effets de structure. Jonathan, dans le cas 2, pourquoi ne pas mettre du dur sous le 5e rayon puisqu'on cherche à dynamiser la supination? C'est une question facile, je te laisse répondre, je te sens que... En fait, déjà, il faut se souvenir que le dur repousse et le mou attire. Et lorsque je vais vouloir faire un complexe d'extension-supination, je veux aller sur ma 5e tête et en aucun cas je veux en ressortir. Donc je vais mettre du mou pour accueillir sur ma 5e tête et plutôt du dur en interne pour rejeter, entre guillemets, sur ma 5e tête. Alors, je dirais aussi qu'il y a deux notions. Il y a la notion du fait de générer le rebond, parce qu'on peut le comprendre, Jonathan, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, puisque le dur repousse, il va rebondir sur l'extérieur. Donc pourquoi pas mettre du dur sur l'extérieur pour qu'il rebondisse? Alors en revanche, il y a un deuxième, je trouve pas bête en fait comme type de raisonnement, et c'est aussi pour ça qu'on dit que globalement, quand on va chercher un système aérien, il faut plutôt penser la semelle comme une plaque de carbone assez fine
et qui renvoie l'énergie. Donc en ce sens-là, Jonathan, je me dirais, mais en fait, on pense la semelle en entier, donc, mais aussi la partie externe, puisque toute la semelle sera des degrés Shor qui seront plus élevés. Mais en revanche, on doit penser à une deuxième chose que Elodie a présentée, c'est qu'il y a aussi des notions de différence de hauteur. Donc, si on se met à mettre aussi plus de hauteur sur la partie externe, voilà, c'est la partie externe de mon pied. Si je commence à mettre plus de hauteur ici, de la hauteur dure, j'ai un risque d'avoir un effet un peu contradictoire. Donc, si je sais le gérer, le fait de pas générer de la pronation par la différence de hauteur et puis du rebond par ma différence de dureté, c'est parfait. Mais on essaie de ne pas avoir de système qui soit incohérent. Donc le plus souvent, même si je répète, je comprends très bien ce que tu dis, Jonathan, le plus souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que ce soit toute l'avant de la semelle qui soit organisée pour amener sur un peu plus de hauteur, donc en interne pour amener sur la partie externe, et que le tout l'avant de la semelle soit plus dur pour générer ce système de rebond du pied. Après, quand on dit plus M5, on ne fait pas un rebond que sur le petit orteil. Hein. C'est, en fait, vous savez que la get line, elle finit quand même plutôt entre M1 et M2. Ben, on va l'amener plutôt au centre. Donc, c'est un peu plus vers la supination. Mais quand on a des effets de tranche, c'est pas bon de venir rebondir complètement sur la tranche. Ça crée aussi d'autres pathologies. Voilà, j'espère qu'on a répondu, Jonathan, mais je comprends bien la cohérence que tu essaies de développer, la démarche que tu essaies de développer. Je vois sur votre site plusieurs formations en tant que podo. Quel chemin de formation nous conseillez-vous? Alors, merci Clément pour la proposition. Nous, notre porte d'entrée numéro 1 pour le podo, c'est celle-là de formation. C'est-à-dire, c'est le niveau 1. On rentre dans toutes les autres formations par le fait déjà de connaître la flexion et puis l'extension, donc les systèmes terriens et puis aériens. Alors, une fois qu'on a fait ce niveau 1, je vais vous donner le cas le plus habituel sur le fonctionnement des podos chez nous. Eh bien, ils vont aller faire le niveau 2, qui est le niveau 1, c'est flexion, extension. Le niveau 2, c'est comment tout le reste de mon corps bouge autour de mon centre de flexion ou de mon centre d'extension. Et ensuite, très souvent, ils vont faire la formation, c'est avec Mika Bétan sur la création de semelles qu'on appelle semelles et puis matériaux. Et une partie, parce qu'on se rend compte que les pathologies viennent beaucoup de là, font la formation spécifique avec Jonathan d'ailleurs sur les réflexes archaïques, qui est une formation qui est faite qu'on a organisée au départ avec aussi l'IMP, Paul Landon. Voilà, Clément, j'espère t'avoir répondu. Frédéric, quelle épaisseur de résine tu utilises? Alors personnellement, moi, j'utilise une résine en 0,8 et puis après, je peux faire évoluer mes épaisseurs jusqu'à 1,1 mm d'épaisseur et cas exceptionnel jusqu'à 1,4. Tout simplement parce que la résine, elle structure la semelle et elle est associée à d'autres types de matériaux. Et donc, plus tu vas utiliser une résine épaisse et plus c'est une résine, ça va avoir une incidence en fait. L'épaisseur de ta résine, ça va avoir une incidence sur l'élasticité de ta paire de semelles après. Donc, si tu veux travailler avec quelque chose qui va générer un petit peu d'extension, qui va être un petit peu plus solide, si je peux dire, eh bien, il va falloir faire augmenter un petit peu la hauteur. Et puis après, plus tu vas utiliser une résine relativement fine, eh bien tu vas générer un petit peu plus facilement du mouvement sur ta semelle et un petit peu plus de flexion. Mais on va dire que la résine, ça reste le support de la semelle. Et ce qui est intéressant, c'est les matériaux que tu vas complexer avec ta résine. Et voilà, si tu peux le voir ici, l'avant-pied va être parfois et même très souvent différent de l'arrière-pied. Je vais jouer avec les EVA, les PE, différents types d'épaisseurs aussi sur ces différents matériaux-là. On le détaille un petit peu plus dans la formation et encore plus dans la formation semer les préférences avec Mika. Voilà, celle-là, c'est l'ensemble de ces plans de construction pour chaque motricité sont détaillés dans ce niveau 1. Voilà. Marie-Charlotte, j'ai fait l'ancienne version, y a-t-il un intérêt à la refaire? Du coup, Marie-Charlotte, j'espère t'avoir convaincu. Franchement, là, c'est pour ça qu'on préfère parler de nouvelles. On a fait d'autres formations dans lesquelles on a dit c'est un update, on a ajouté. Mais là, très franchement, c'est refait de A à Z. Donc, c'est aussi pour ça que
on propose un prix unique là, pour le lancement qui est de 290 € et ensuite 350 € parce que c'est refait de A à Z. Donc on trouve, tu verras, je pense, après ce sera à toi de juger si tu l'achètes, mais un changement assez profond. C'est pas une révolution, les préférences restent les préférences, mais quand même tout a été retourné. Il y a beaucoup de contenu supplémentaire. Donc nous on trouve, mais je suis peut-être pas le mieux placé pour dire. Si je te dis non, franchement, notre nouvelle formation c'est comme l'ancienne, mais donc je suis peut-être pas le mieux placé, mais très franchement, je pense pas que tu seras déçu si tu la reprends. Tu vas avoir un énorme un changement quand même conséquent. Le drop aurait-il une influence sur la pose et le dynamisme du pied? Alors Olivier, là si on regarde, on peut répondre à différents niveaux. Nous, chaque fois on essaie d'associer le niveau clinique, c'est-à-dire la quantité d'observations, et là on en a quand même maintenant depuis le temps quelques dizaines de milliers, et puis après on prend l'état des lieux au niveau scientifique. Déjà, sur la clinique, moi qui maintenant ai un certain âge, le drop c'est arrivé, mais alors là, vraiment comme un cheveu sur la soupe, on n'avait jamais entendu parler, puis d'un coup, tout le monde parlait du drop. Et donc, bien évidemment, ça fait un peu des effets de communication et d'exagération. On a commencé à dire que tout était lié au drop, qu'un drop plus élevé créerait de systèmes plus en rebond, qu'un drop moins élevé amènerait plus vers l'avant du pied, et comme si le drop était l'alpha et l'oméga de la pose de pied. Alors, si on fait la synthèse maintenant, le fond, le point le plus important, c'est donc le drop pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est la différence d'épaisseur de la semelle entre l'avant et puis l'arrière. Alors ça peut être de 0, drop 0, et on va jusqu'à à peu près 16 mm de différentiel, donc 1,6 cm de différentiel entre l'avant et puis l'arrière. Il y a eu le moment minimaliste où les drops ont commencé à descendre, et là, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais on est dans un moment hyper maximaliste où les drops augmentent à fond en ce moment. Donc ils étaient plutôt en moyenne de 6, puis maintenant on est en train de remonter plutôt sur des drops de 10, voire plus que ça. C'est lié aussi aux nouveaux matériaux qui sont arrivés, à ces chaussures plus maximalistes. Donc est-ce que plus de drops, ça rend plus en pose talon et plus en pose déroulé? Les connaissances vont plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce que l'on peut penser, c'est qu'un peu plus de drop si on démarre en talon. Et pourquoi? Parce que si on démarre en talon, c'est ce qu'on appelle, nous, le modèle de la roue, modèle de la poulie. Si on démarre en talon, c'est dur en dessous. Le corps répond à du dur en dessous quand il est fonctionnel par du doux au-dessus. Ça s'appelle une flexion. Et donc, si on rajoute plus d'épaisseur, eh bien, on va être encore plus en talon. Si on vient plus en talon, le corps réagit du talon à la cuisse. Ça s'appelle un déroulé. Donc, ça va quand même bien dans ce sens-là. Simplement, il y a eu trop d'amplification et que l'effet du drop ne semble pas aussi important que ce que l'on évoquait ou ce qui a été évoqué pendant quelques années. Mais ça va quand même bien dans le sens de un peu plus de déroulé, de un peu moins de mollets, un petit peu plus de cuisses. Voilà, j'espère t'avoir répondu de manière circonstanciée, Olivier. Super. Alors, super. Isabelle, décembre prochain, je voulais aller à Paris pour le niveau 4, qui n'est plus. Nous allons parler à ce sujet. Pardon, oui, Isabelle, on va en parler. Et c'est parfait, c'est très bien pour ton français. Vincent, quelle formation pour un entraîneur de gardien de but au football? Alors, on avait une formation qui était exclusivement sur les gardiens de but, et puis on l'a arrêté. C'était avec des amis qui sont dans le monde du sport. Et puis, ouais, là, moi, je donne beaucoup de formations dans le foot, mais c'est directement dans les clubs maintenant. Donc, pour le moment, on n'a plus de formation dans le foot. C'est pas dit qu'on la rouvre pas un jour. Ouais, voilà, Vincent. Hop. À quel âge réaliser le testing pour connaître les préférences motrices? Alors, c'est une question qu'on a souvent. Donc, nous, ce qu'on observe, c'est que les préférences, elles sont là dès le premier jour. En revanche, vous savez comme moi que les enfants proposent beaucoup plus de variations, de fluctuations, et régulièrement, même alors qu'on a l'habitude, on s'est trompé avec des enfants. Donc on préfère laisser les enfants sur leurs sensations et puis venir jouer et puis juste observer l'endroit où ils sentent le mieux. Et en général, on aime bien stabiliser le testing si on en a besoin, post-poussée de croissance. Voilà. Alors, je regarde vos autres questions.
Allez, on en prend encore 3 ou 4. Jean, Jean, il dit je suis un vieux. C'est quoi vieux, Jean? J'ai mal au dos et aux ischios et je suis très bien les épaules en avant. Alors parfois, ce qui peut se passer, c'est que donc Jean, tu es peut-être, j'en sais rien. Moi, je laisse explorer mon cerveau. Tu es peut-être un vieux aérien qui arrive plus à être aérien. J'en sais rien, mais peut-être. Et parfois, il peut y avoir, parce qu'on l'observe très souvent, une espèce de switch dans la flexion avec l'âge, parce que c'est le système le plus économique. Au final, quand on n'a plus d'énergie, tout le monde a tendance à se replier. Voilà, c'est plus une préférence, mais voilà, l'énergie domine tout le reste. Eh bien, dans des cas comme ça peut avoir des vrais intérêts de refaire des exercices un peu, je dis pas d'aller courir en bondissant, parce que non, selon ton âge, mais de refaire des vrais exercices d'extension pour réhabituer, notamment souvent avec l'âge, le bassin se met en rétro, mais réhabituer à rebouger le bassin, parce que si ton bassin se met en rétro, ça pourrait expliquer que tu prends un petit peu de vibrations sur tes appuis, qui peuvent être peut-être à peine en talon, et surtout que les ischios viennent en schéma court. Donc ça peut avoir un vrai intérêt après de refaire des exercices, notamment au niveau de mobilité avant-arrière, antéversion, rétroversion du bassin, pour venir rétendre un petit peu ce dos, laisser les muscles continuer de s'activer. Mais ça peut être une consultation à distance. Hein. Franchement, ça se trouve, je viens de dire une grosse connerie de A à Z. Mais voilà, j'ai essayé de te répondre. Utilisation du carbone. Jean. Alors carbone, est-ce que tu parles du carbone pour les semelles? Alors, si c'est pour les... Alors, ou est-ce que tu nous parles des chaussures à plaque carbone? Parce que c'est quelque chose sur lequel il y a eu beaucoup de communication. Alors, je réponds peut-être sur la partie chaussures, à imaginer que ta question est un lien avec ça. Les chaussures plaque carbone, c'est ce qui a marqué l'esprit, mais leur caractéristique numéro un, c'est plutôt d'avoir beaucoup d'épaisseur et sur un matériau qui est absorbant, qui peut restituer aussi, qui est bon dans la restitution, mais qui est absorbant. Qui tend plutôt, d'ailleurs, ces chaussures, à donner des foulées un petit peu plus amples et qui ont tendance à aller vers un peu plus de déroulé. Alors attention, les études ne sont pas univoques là-dessus, mais ça a tendance plutôt, ces nouvelles chaussures plaque carbone, à économiser les muscles en faisant le système d'amorti que vos muscles habituellement font. Ben là, c'est les godasses qui le font, pour être simple. Donc, attention à l'appellation plaque carbone qui fait penser qu'on vole avec, c'est pas du tout le cas sur ces chaussures. Mais en revanche, elles augmentent la performance. Maintenant, à la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser du carbone au niveau des semelles? Je sais qu'il y a plusieurs podologues qui le font. Je te laisse peut-être en parler. Il y a notamment Alex de chez nous, Alex Douma, qui en utilise qui s'est lancé dans les plaques, dans l'utilisation du carbone sur les semelles, mais je te laisse un petit peu en parler. En fait, moi, je vais t'inviter à prendre ton shortmètre ou ton duromètre et puis à venir mesurer la dureté short de ta plaque carbone et puis faire le lien avec tout ce qu'on a expliqué juste avant. En fait, le carbone, c'est un matériau qui va être assez rigide, mais aussi assez élastique. Et donc, pour le coup, on irait à condition de prendre que le matériau, hein, parce que c'est comme dans les chaussures, par rapport à ce à quoi tu vas le combiner, bah, tu vas avoir des actions différentes. Mais si on prend le carbone de manière isolée, on va être un petit peu plus sur de l'extension. Ok, alors je regarde. Allez, dernière question. Oui, ben alors c'est une question sur le drop. Alors c'est Isabelle qui dit plus en cuisse veut dire un peu terrien. Oui, en fait, vous prenez un curseur dans lequel, par exemple, je peux vous mettre ici, je fais ce mouvement là et je me fais une rebond dans les pieds. Voilà, ça c'est super aérien. Alors j'avance pas, hein. Vous voyez, c'est mon avant-pied qui rebondit, mon corps, c'est comme une trique, ouais, comme une ligne. Voilà, ça c'est le plus aérien dans le sens que ça rebondit et c'est d'une extension complète de hanche, pose avant-pied. Voilà. Si je faisais, c'est quoi du très terrien? Si je me pose presque le derrière par terre, c'est-à-dire je viens complètement en flexion de hanche et tu vois, je pourrais le présenter pop, comme ça je viens sur le bas là.
plus je viens là dans mes hanches en flexion, tu vois bien que plus je viens solliciter mes cuisses. Là, ça va être mes cuisses qui vont, dès que je vais poser, amortir, qui vont faire cet effet un peu de piston, amortir et puis prendre la charge. Donc oui, c'est deux mots un peu différents, plus dans tes cuisses. Si on disait au niveau des tissus, on dirait que les aériens créent un mouvement léger, un mouvement dynamique, organisé plus avec des tissus qui sont des tissus qu'on appelle métabolisme lent, parce qu'ils sont moins traversés par le sang, qui sont en gros du tissu tendineux et aponeurotique. La chaîne postérieure, d'ailleurs, elle a été démontrée par les gens qui... le train, j'ai oublié son nom, et je suis désolé avec les noms, j'ai toujours un petit souci, Myers, voilà, disciple de Myers. Et c'était montré que c'était plutôt des aponevroses, donc c'est un tissu viscoélastique. Donc vous voyez, c'est un tissu viscoélastique et des tendons qui créent des systèmes viscoélastiques et des systèmes de rebond. En revanche, le système musculaire, c'est déjà beaucoup plus épais, c'est beaucoup plus profond, et puis ça peut se reconstituer très très vite, et donc ça peut prendre la charge, et en 48 heures, un muscle il a récupéré la plupart de sa charge. Donc quand on dit plus en muscle, ben, c'est aussi dire plus terrien. C'est une autre manière d'exprimer, vous voyez, là, le côté polysémique, c'est plusieurs mots qui vont être utilisés pour dire à peu près la même chose. Donc oui, plus en cuisse, c'est aussi plus terrien. Pourquoi? Parce que le centre de masse va être plus proche de la terre, ça peut être plus terrien. Ok, allez, j'avais dit que c'était la dernière. Oh là, il y a plein d'autres questions qui sont revenues entre deux. J'avais dit que c'était la dernière. Bon, allez, encore une ou deux, mais promis, après, on n'en fait plus. Hein. Petite question par rapport au mou et au dur. Si on veut attirer une personne sur son premier rayon, par exemple, mieux vaut mettre le poron sur la base et en dessous du recouvrement ou mettre sous la semelle. Côté résine, on peut garder le même effet avec la même efficacité. Bonjour à Madame Vallée du Sud-Ouest. Voilà. Donc la question, j'ai pas bien compris, c'est au-dessus, c'est en dessous, c'est ça En fait, la question, ça va être la position du poron par rapport à la résine et au recouvrement, si j'ai bien saisi la question. Mais en fait, ça va être intéressant de travailler directement au contact du pied quand tu vas vouloir utiliser un matériau plus ou moins dur ou plus ou moins mou. En fait, si tu mets ton matériau sous l'interface qui est la résine, eh bien, tu vas avoir ton effet qui va être partiellement chanté par cette résine. Si j'ai bien répondu. Ok, Frédéric. Est-ce qu'il faut avoir un tapis de course afin de mieux analyser le patient? Alors non, franchement, Frédéric, si tu as, comme Sébastien Lebras, une piste de 400 mètres dans ton cabinet, c'est même mieux. Je déconne. Non, Sébastien, il n'a pas 400 mètres, mais il doit avoir 50 ou 60 mètres. On a fait les analyses, nous, sur tapis et puis dans la vraie vie, c'est-à-dire sur le sol. L'idéal, en fait, c'est de pouvoir observer dans les conditions habituelles de la pratique du patient pour pas modifier, en fait, son écologie. Donc pour nous, l'idéal, c'est sur le sol. Mais ce n'est pas toujours possible, parce que des fois, j'ai mon cabinet qui est au 5e étage et donc je ne peux pas descendre dans la rue pour aller courir. Des fois, j'ai un petit cabinet si je suis à Paris et puis donc c'est difficile de courir. Et donc là, le tapis aide bien. Sur les observables biomécaniques, pour les gens qui ont l'habitude d'être sur le tapis, attention, je ne parle pas de la petite dame, parce qu'on l'a plus avec les femmes pour diverses raisons, qui court et puis qui est comme ça, hyper contractée, puis qui fait des tout petits pas sur l'avant-pied. Et puis vous allez dire, elle a une course avant-pied. Non, elle a une course de personnes stressées, qui ne sait pas s'équilibrer sur le tapis. Donc là, ça ne sert à rien. Là, même si vous n'avez que 5 mètres, il vaut mieux la laisser courir sur le sol. Mais pour quelqu'un qui n'a pas peur de tomber sur le tapis, il y a quand même entre 60 et 80% de correspondance entre la foulée sur un tapis puis la foulée sur le sol. C'est mieux sur le sol parce que c'est des conditions réelles. Mais si vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien on fait sur le tapis, ça a quand même un intérêt. Il y a des petites modifications, mais ça a quand même un intérêt. Alors nous, on fait les deux. Et le tapis nous aide beaucoup aussi pour pouvoir, vous l'avez vu, c'est plus facile de prendre des vidéos et puis de venir fixer, par exemple, la pose de pied, de mettre en ralenti ou de venir fixer le genou ou autre sur un tapis, parce que le sportif est presque immobile dans le cadre de votre caméra, alors que sinon, les effets d'éloignement, de rapprochement, fait qu'on a moins de temps de vidéo à disposition. Voilà, donc le tapis a quand même un intérêt.
Est-ce que vous allez nous envoyer le replay par mail? Le replay par mail, vous allez recevoir un mail, oui, exactement. Et sinon, à partir de demain, vous allez sur la chaîne YouTube de Volodalen et puis le replay sera à disposition. Voilà, ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Vous étiez bien nombreux, même si je ne sais pas combien, parce que le nombre d'auditeurs ne s'affiche pas, mais sans doute plusieurs centaines avec nous. Merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas, si vous trouvez que les formations sont bien, si vous avez aimé les précédentes, pour ceux qui l'ont déjà eu, eh bien, à nous le dire. Même si vous avez trouvé qu'il y a des choses qui seraient améliorées, n'hésitez pas. Nous, on passe notre temps à améliorer nos formations et puis à en communiquer autour de vous. Là, c'est une formation, je l'ai déjà dit, e-learning. On a les mêmes en présentiel. Vous allez sur le site Volodelen. C'est exactement le même contenu entre e-learning et puis présentiel. Il y a avantage dans les deux. On a souvent la question. L'avantage du présentiel, c'est que vous avez l'interaction, c'est que vous allez pouvoir faire les tests de manière physique, vous allez pouvoir avoir l'expertise du ou des formateurs qui va être avec vous. L'avantage du e-learning, c'est que ça coûte moins cher. Ça coûte même 2 fois moins cher la formation. Puis, il n'y a pas le déplacement. Et puis, que vous avez le contenu 24 sur 24, 7 sur 7, 365 sur 365. Voilà. Merci Olivier, merci Camille, merci Morgane, merci Isabelle, merci à tous. Merci Elodie. Et on se Merci. retrouve pour une prochaine. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée. À bientôt.